Parents, comment avez-vous vécu ce moment où votre enfant s'est transformé en véritable tornade? Ma petite Lynn, si douce autrefois, était le genre de fille à se cacher derrière moi quand un garçon lui faisait un signe, ou à rougir devant un bisou de dessin animé. Ça a commencé doucement, vers son entrée au lycée. J'ai remarqué qu'elle changeait, elle se maquillait plus, portait des habits plus courts. Dès que j'abordais le sujet, elle se braquait aussitôt en criant: c'est mon corps, je fais ce que je veux, ou bien elle me lançait l'inévitable: mais tout le monde le fait, maman. C'était dur de la voir changer comme ça. J'avais l'impression d'assister, impuissante, à la métamorphose de ma petite fille qui voulait devenir ce qu'elle imaginait être une femme. J'ai toujours essayé de lui faire comprendre que se maquiller ou s'habiller autrement ne suffisait pas pour s'affirmer, qu'elle devait surtout être fière de la personne qu'elle voulait devenir. Mais elle restait sur ses positions, et comme j'ai toujours cru qu'il fallait laisser de la liberté, je me disais que ce n'était qu'une période à passer. Petit à petit, notre relation s'est dégradée. Les discussions sont devenues des disputes. Puis les disputes ont viré au conflit. Elle a commencé à ramener des garçons à la maison, certains bien plus âgés qu'elle, même si je n'ai pas toujours pu les voir clairement. Jusqu'au jour où j'ai craqué. Pendant qu'elle était à l'école, je suis allée fouiller sa chambre pour mettre la main sur un objet qu'elle m'avait pris, et là, en fouillant sa table de nuit, je suis tombée sur un petit sachet blanc planqué derrière la lampe. J'ai tout de suite compris ce que c'était, ayant moi-même eu ma période étudiante. Quand elle est rentrée, l'affrontement a été violent. Elle s'est mise à hurler, et moi aussi, j'ai fini par crier. On est allé tellement loin que le lendemain matin, en allant vérifier si elle était bien partie à l'école, j'ai découvert qu'elle n'était plus là. 2 valises manquèrent dans mon placard. J'ai appelé la police aussitôt. Comment Lynn avait-elle pu partir, s'enfuir loin de moi, alors que je l'aimais plus que tout? J'ai écumé le quartier, j'ai roulé des heures dans notre petite ville, sans résultat, la police non plus. Et puis, environ 4 ans plus tard, sans aucune nouvelle, la maman d'une amie de Lynn m'a envoyé un message sur Instagram, une vidéo tirée d'un reportage télé. Au début, je ne comprenais pas pourquoi on parlait d'elle aux infos. Puis j'ai vu le titre: Scandale des travailleuses du sud de la ville. Le choc. Impossible de croire que ma fille ait pu tomber aussi bas. Plus je regardais, plus je la voyais ailleurs, comme absente, droguée sans doute. J'ai fondu en larmes. J'étais là, seule dans ma chambre, à contempler la vie de ma fille partir en vrille, impuissante. La vidéo venait de Los Angeles, alors que nous vivions dans une petite ville du Texas. J'ai passé quelques jours à me ronger, puis j'ai compris que je devais aller la chercher. J'ai pris le premier vol pour Los Angeles. Une fois sur place, j'ai loué une voiture et j'ai sillonné tout le sud de la ville, comme l'indiquait le reportage. Je parcourais les rues, l'une après l'autre, dans l'espoir insensé de la retrouver, consciente que mes chances étaient infimes. Je savais que la police n'allait pas bouger pour une inconnue du Texas, alors je ne les ai même pas contactés. Et puis un jour, je suis tombée sur elle, dans un quartier délabré, presque désert. J'ai reconnu ses traits immédiatement. Je me suis approchée, j'ai baissé la vitre et j'ai crié: Lynn. Elle s'est retournée. C'était bien elle. Je suis sortie de la voiture, j'ai couru vers elle, et à ma grande surprise, elle m'a rejointe en courant aussi. Maman, maman, criait-elle. On s'est serré dans les bras comme jamais, les larmes coulant à flot. C'est un moment qui restera gravé en moi à jamais. Elle a été montée dans la voiture et, après de longues minutes à pleurer et à s'étreindre, je l'ai emmenée manger pour essayer de parler. Mais je la sentais ailleurs, souffrante, le regard perdu. Pendant le repas, je pensais qu'on pourrait enfin discuter, retrouver un peu de complicité, mais elle est restée silencieuse, presque absente. Était-ce à cause des drogues? Je l'ignore, mais ça m'a bouleversée. À la fin du dîner, j'ai réussi à lui arracher quelques mots, mais lorsqu'on est sorti, je croyais qu'elle allait me suivre jusqu'à la voiture. Non, elle est restée là, à me fixer. Je lui ai demandé si elle voulait rentrer avec moi, recommencer une nouvelle vie. Elle s'est approchée et m'a dit une phrase qui me hantera toujours: je ne peux pas venir, sinon ils vont me retrouver et me faire du mal. Là, j'ai compris qu'il fallait appeler la police de toute urgence. J'ai insisté, mais elle m'a expliqué qu'il la surveillait, qu'il l'avait même repérée pendant qu'on mangeait. Je lui ai demandé de ne pas bouger, le temps d'appeler la police. Pendant que je composais le numéro, j'ai vu son regard s'échapper au loin. Elle a fixé quelque chose, puis elle s'est tournée vers moi, m'a serré fort dans ses bras et a murmuré: je suis désolée, mais je t'aime, maman. Et là, elle s'est enfuie. Elle a couru plus vite que je n'aurais jamais pu le faire. Ce jour-là, j'ai eu l'impression de sombrer. Je savais que ma fille était en danger, et je n'avais rien pu faire alors qu'elle était juste devant moi. Je me suis sentie comme une mère impuissante, incapable de protéger son enfant. Voir la vie de ma fille s'effondrer m'a plongée dans un désespoir profond. Impossible pour moi de rentrer au Texas sans Lynn. Je ne pouvais même pas imaginer expliquer à ma famille que j'avais retrouvé Lynn pour la perdre à nouveau. Je ne peux pas tout raconter ici, mais si vous voulez connaître toute l'histoire, elle est sur ma chaîne. Le lien est juste en dessous.